De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola a todos. Vous m'avez manqué. You can do what we want to do. Il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les francs. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Amis du lundi soir, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois dans votre podcast préféré. Bienvenue dans De l'autre côté du mur, épisode 8 de la saison 2. On espère évidemment que tout va bien. On est content de vous retrouver en ce lundi 20 octobre. Jean-Michel Aplati pour vous servir et avec moi comme d'habitude, monsieur Trotsky. Salut Trotsky. Salut Jean-Michel Aplati, bonjour à tous. Nous sommes lundi soir, voilà. Merci à tous. Et c'est la fin de cette édition. Tam pam 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 pam. Non mais tu vois, des fois quand on n'a rien à dire, moi on m'a toujours dit quand on n'a rien à dire, vaut mieux fermer sa gueule et c'est ce que tu fais Trotsky avec brio. Voilà, on n'a pas forcément besoin de faire toujours des intros où on a quelque chose à raconter puisque des fois Jean-Michel Aplati et Trotsky ont des vies plutôt calmes. Bon, en tout cas, on est content de vous retrouver. Nouveau podcast, un podcast très particulier ce soir, vous l'avez vu évidemment dans le titre, un programme aux petits oignons avec un Trotsky président, le retour du Trotsky président. Le sujet sera évidemment la peine de mort. Ouais. On ira faire un petit doigt d'honneur à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale évidemment, et puis on vous parlera dans moins de 2 minutes et ça sera le gros sujet du jour de l'affaire Lola les amis et de son procès en cours, un procès à l'image de l'affaire en fait finalement, horrible. Ah oui, horrible. C'est pour ça en fait que j'ai pas voulu faire d'intro, c'est que j'ai envie vite de vider tout ce que j'ai vu et entendu sur cette affaire pour le vomir, tu vois, dans ce podcast et après ne plus jamais en entendre parler. Mais là, il faut que je vous dise des choses. On a fait des recherches, du coup, on a dû se taper les déclarations de l'accusé machin. Donc il faut vite qu'on en parle et qu'après on arrête. Et après on arrête. Et après on va dormir. Bon, ouais. Juste le temps avant de parler de cette affaire-là, juste le temps de revenir à l'épisode de la semaine dernière avec un super score sur l'épisode Le Cornu. Merci à tous, bienvenue aux nouveaux. On a vu qu'il y avait des nouveaux qui ont piqué une petite tête sur l'affaire Le Cornu, ma foi. Le Cornu Premier ministre. Voilà, ça fait une semaine. Les LR n'ont pas censuré avec le Parti Socialiste. Donc si vous comptez voter en 2027 les Républicains, je ne vous veux pas dans ce podcast en fait. Voilà. Si vous prétendez de droite et que en 2027 vous allez me voter Retailleau, dégagez. Voilà. En fait, dégagez de ce podcast, allez voir Hugo Décrypte. Alors moi je vous dirais pas dégage, je vous dirais sachez que vous votez pour ceux qui ont laissé la Macronie en place, c'est tout. Si vous me dites par contre ne dites plus jamais je déteste Macron, je vais voter Retailleau, parce que si vous dites ça, automatiquement il y a du vomi qui va vous arriver sur les chaussures qui sera de ma part. Ça c'est normal. Donc ne dites plus jamais ça. C'est comme ne dites plus jamais oh là là Macron il est insupportable, il est arrogant. Édouard Philippe je pense qu'il est bien, tu vois. Ça c'est pareil, il y a des il y a des mots comme ça qui peuvent pas arriver dans la même phrase, vous comprenez bien. Mais bon, on en reparlera je pense dès la semaine prochaine de la politique parce que c'est assez magnifique ce qui se passe en France. Oui, on a fait un petit sondage d'ailleurs. Êtes-vous pour ou contre le retour du roi en France et quelle a été la réponse, Trotsky? Oui, vive le roi. C'est la réponse qui a gagné. Je pense que les gens sont désespérés par cette classe politique donc ils préfèrent le retour du roi. Et c'est bien normal. Bon, pensez évidemment bien à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un beau petit commentaire. Voilà, ça nous fait plaisir pour l'algorithme évidemment. Et le puis, pouce. Si vous voulez nous donner votre ressenti sur l'affaire Lola, eh bien nous on regarde évidemment tous les commentaires et on les lit la semaine d'après. Trotsky, est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas? Non, parce que il faut vraiment, là, ma tension est beaucoup trop haute, il faut qu'on parle de l'affaire Lola. Je ne veux pas parler d'autre chose tant que je n'ai pas vidé mon sac sur cette affaire et ce procès et tout ce que les médias mainstream ont oublié de dire comme d'habitude. Allez, c'est parti, l'affaire Lola, les amis. Vous vous souvenez évidemment bien de cette affaire, elle date d'il y a 3 ans et là vous allez voir à quel point cette république est dégueulasse, cette république est vilaine, cette république vous nargue. Vous avez répondu vive le roi? Eh bien vous avez raison. On pisse sur cette république française qui laisse ses enfants se faire assassiner, les amis. Et l'affaire Lola est l'allégorie de tout ce qui ne va pas dans ce pays et tout ce qui ne va pas dans cette république. Ce qui est bien, c'est que le procès de Lola a commencé ce vendredi 17 octobre, jour de commémoration, jour de commémoration pour tous ces républicains gauchistes et soumis qui sont allés se recueillir devant la scène pour rendre hommage aux militants du FLN
algérienne jetée dans la Seine en 1961. Voilà, Anne Hidalgo est allée déposer une gerbe. Macron a tweeté comme une énorme merde. Et évidemment, l'extrême gauche. Oui, Marine Tondelier a tweeté le 17 octobre 61. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon, a fait tuer des Algériens qui manifestaient pacifiquement pour l'indépendance dans les rues de la capitale. Ces massacres sont une tache indélébile sur l'histoire de notre pays. Et juste en face, les amis, et juste en face de la Seine se tenait, eh bien, l'ouverture du procès de Dabia B, la meurtrière algérienne sous OQTF de la petite française Lola. Et Trotsky va vous faire un récap sur cette affaire qui est vraiment tordide. Oui, alors je mets un petit avertissement pour tous ceux qui sont un petit peu sensibles. Vous prenez votre doigt et puis vous scrollez jusqu'à la deuxième rubrique. Voilà, on vous a mis un petit chapitrage. Allez un petit peu plus loin parce que ça va être un petit peu violent ce qui s'est passé dans cette affaire, parce que justement ce qui est important c'est les détails, ce qu'elle lui a fait précisément. C'est là tout est la question de pourquoi elle a fait ça, et vous allez voir, il faut du coup qu'on nomme un petit peu les choses. Je suis désolé, nous on n'est pas des pros du macabre, mais là pour le coup il faut un petit peu nommer les choses. Alors toute l'affaire commence, vous vous en souvenez, c'est un énorme raz-de-marée médiatique parce que dans le 19e arrondissement on retrouve dans une malle le corps d'une fillette, donc qui avait été dans un état. Le policier a dit au procès la vendredi dans le premier jour, on ne pouvait pas identifier Lola, donc tellement elle était abîmée son corps, voyez-vous. Donc l'enquête avance très rapidement parce que grâce aux images de vidéosurveillance, on se rend compte que la journée s'est passée comme ceci. Je vous fais un petit résumé de la journée, vous allez voir, c'est très rapide. Lola donc est au collège, elle a 12 ans et son père est gardien de l'immeuble. Et vous savez, les gardiens d'immeuble dans les grandes villes, là on est du coup dans le 19e arrondissement de Paris. Ce sont des gens qui généralement habitent au rez-de-chaussée et qui du coup s'occupent des affaires courantes de l'immeuble, etc. Donc elle, c'est ça. Elle habite donc dans l'entrée de l'immeuble. Et en fait, vient la voir quand elle rentre du collège à 15h, cette fameuse Dabia B, donc Dabia B, on va faire son profil juste après, qui lui demande en fait de lui donner son pass pour l'ascenseur, parce que elle loge en fait chez sa sœur, et là elle peut pas y aller, elle a que la clé, donc elle peut pas passer par l'ascenseur. Donc elle dit à Lola, il faudrait que tu me donnes le pass. Et Lola dit non, moi je peux pas te donner le pass et tout. Et en fait, au cours de l'après-midi, Dabia va la forcer à aller dans l'ascenseur pour qu'elle lui ouvre physiquement l'ascenseur en fait. Puis finalement elle va la faire rentrer dans l'appartement, et dans l'appartement qu'est-ce qui va se passer? En deux mots, et on va y revenir, mais en fait elle est accusée de 3 choses, hein. Elle est accusée, donc elle va tuer Lola. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, elle va, selon ses dires, lors de la garde à vue, sa déclaration, elle va violer un petit peu Lola pour son plaisir personnel. Et elle a dit une phrase un peu dans ce genre-là, hein. Vous trouvez un truc de fou. Elle a 24 ans, elle viole une fille de 12 ans, alors qu'elle est censée être hétéro. On comprend rien du tout à ce qui se passe. Et troisièmement, acte de torture, de barbarie. Donc là, on a des délires du genre sous les pieds, elle lui a écrit un 0 et un 1 au vernis à ongles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être toute la grande question de ce procès-là. Pourquoi t'écris ça? C'est quoi le délire? Ensuite, elle va dire une de ses gardes à vue qu'elle a bu son sang. Ok. Finalement, il se trouve que apparemment c'est faux. Ensuite, elle va la mettre. Donc, je vous passe tous les actes de barbarie, etc. Mais en gros, juste en 2 mots, elle va décéder parce que elle va lui mettre un rouleau de scotch entier. Vous savez, les scotch épais là, autour du visage, autour des poignets, et du coup elle arrivera plus à respirer, elle va mourir comme ça, Lola. Et quand elle arrive plus à respirer, elle fait des bruits d'agonie. Elle, Dabia B, ce qu'elle va faire, réflexe de base, elle va mettre la musique à fond et danser devant pour profiter du moment. C'est ce qu'ils disent, pas moi. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? La suite de la journée est encore plus phénoménale, c'est que du coup, elle met Lola dans une malle et une valise. Énorme, hein, le truc est absolument énorme. Je pense que vous avez vu, si vous vous intéressez à cette affaire, ces images. Et elle arrive pas à ouvrir la porte de l'immeuble. C'est là qu'on la verra, être filmée par les caméras de surveillance qui vont permettre de l'identifier, parce qu'en fait, il y a un bout de la couette qui sort de la malle. Et il y a une voisine qui va l'aider. Là, elle interpelle quelqu'un dans la rue. Vous pouvez m'aider à porter les trucs? Il y en a un qui dit non. Elle finit par demander une deuxième personne qui dit oui. Et là, en fait, elle se retrouve dans un restaurant où elle va dire à un gars, bon, je t'explique, moi, j'ai des reins à vendre là. Et le gars dit, c'est-à-dire des reins? Bah tiens, tu sais quoi? Ouvre la valise et tu verras. Et le mec, et donc il y a une vidéo là qui est sortie vendredi, où en fait, elle a ses 2 valises là dans un bar, et le mec regarde dans la valise, et c'est lui en fait qui va donner l'alerte. Il se barre. Et il appelle la gendarmerie en disant faites gaffe, il y a une meuf bizarre là qui a un corps humain en fait dans sa valise. Et au final, alors là il y a plusieurs trucs, mais moi je vous épargne. Bref, elle va aller chez un mec en banlieue parisienne en lui disant
je peux poser mes affaires et tout. Lui, il va dire, tu sais quoi, tu peux dormir, mais après, faut que tu retournes là-bas dans le 19e, dans l'immeuble où elle a tué Lola. Elle y retournera et puis elle abandonnera les valises dans la rue et un SDF va tomber dessus. Et c'est comme ça qu'on retrouvera le corps de Lola, comme on appelle ça, dans l'état qu'il en reste, quoi. Dabia B, cette Algérienne sous OQTF, évidemment, qui aurait dû quitter le territoire. Sa sœur, d'ailleurs, a été expulsée de France il y a quelques années avant de revenir s'installer paisiblement dans le sud de la France. Elle déclare évidemment qu'elle ne veut pas être citée à comparaître au tribunal et qu'elle ne veut pas que les médias s'intéressent à elle et qu'elle veut vivre sa vie paisiblement en France, juste après avoir été expulsée, évidemment. Hein. Donc voilà, les gens qui ne respectent pas la loi en France, en fait, ils font un gros fuck en fait à la République. Bon, vous évidemment les amis, hein, si vous ne payez pas ne serait-ce qu'un centime de vos impôts ou de vos cotisations URSSAF, ou que vous roulez 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, évidemment, ne vous inquiétez pas, la justice vous rattrapera et sera très très sévère. Les amis, cette histoire sordide, il faut aussi penser, avant de s'attaquer à ce qui s'est dit dans ce procès, au père de Lola qui est mort de chagrin, voilà, 1 an et demi ou 2 ans après le meurtre de sa fille, la famille qui a évidemment volé en éclats. On parlera juste après de la pseudo-récupération politique que la gauche incrimine à la pseudo-droite ou extrême droite. Bon bref, cette affaire est tout simplement horrible et montre à quel point en fait cette république de merde se fout en fait de vous, se fout de la sécurité de vos enfants, à quel point surtout vous n'êtes pas en sécurité. Mais bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le prouver encore aujourd'hui en 2025 dans ce pays? Non, même si vous vous sentez à l'abri dans un quartier prétendument protégé, eh bien vos enfants peuvent croiser ce genre de personnes complètement horribles et qui ne devraient pas être sur le territoire. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Alors je sais que les gauchistes me disent non mais on peut pas contrôler qu'il y a un qui sort. Si en fait, en fait, on peut fermer nos frontières et on peut dire mais en fait toutes les personnes qui viennent d'Algérie, en fait vous posez pas un pied sur le territoire français. On peut faire des trucs comme ça, vous voyez. Oui, et alors à ce propos, il y a un contre-argument qui est absolument monumental sur cette affaire, puisque elle a été, on va revenir sur son parcours juste après, mais si on parle de l'OQTF, en fait, quand elle a pris l'OQTF, c'est qu'elle se retrouve à l'aéroport d'Orly, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est Orly. Bon bref, un aéroport. Là, on lui dit, mais attendez, madame, votre visa est périmé depuis 3 ans. Bon voici, du coup, vous héritez d'une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, départ volontaire. Mais elle avait un policier sous la main qui lui a dit ça. Si tu veux, on l'avait, la meuf. Et oui. Qui a modifié la loi déjà? C'est quel président déjà qui a modifié la loi? Alors attends, quelqu'un de gauche. Je réfléchis. Mitterrand, François Hollande. Non. Ah mince, alors me dis pas que c'est quelqu'un de droite quand même. Ah oui. Quelqu'un de très à droite. Droite très dur. Quelqu'un qui voulait nettoyer la racaille au Karcher, non? Ouais, c'est ça. Aïe, Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il dort en prison là. Oui, c'est ça. Ouais. Nicolas Sarkozy. Oui. L'ombre de Sarkozy plane, les amis, sur l'affaire Lola. Et alors à tous les sarkozystes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, dites-vous que le résultat de la politique de Sarkozy a permis le meurtre de cette gamine de 12 ans. Voilà. Ouais, en tout cas, là, factuellement, elle ne devait pas être sur le territoire, elle devait le quitter, on l'avait identifié, on lui avait notifié, vous devez partir volontairement sous 30 jours. Résultat, elle ne part pas, elle tue quelqu'un. Elle n'aurait pas dû être là, Lola devrait être en vie. C'est quand même un calcul mathématique qui est implacable. Ça s'appelle, selon la gauche, une récupération. En tout cas, si tu veux, là, dans les maths, c'est égal. On a mis juste des équations totalement basiques. Donc, effectivement, elle n'aurait pas dû être là. Et effectivement, ceux qui ont permis de rester que ces gens-là restent, sont responsables à un certain niveau, en tout cas. Ouais, les Algériens Djezaïr qui adorent leur pays. La meurtrière qui a déclaré pendant le procès « Je ne veux pas partir, je me sens libre en France, en Algérie. Il n'y a pas de vie. Toute ma famille est là. C'est là que j'ai grandi. Qu'est-ce que j'irai faire en Algérie ?» Donc voilà. Donc rendez-vous compte que vous vivez dans un pays où les gens, les clandestins, sont plus heureux en vivant une vie clandestine, sans papier, donc sans possibilité de travailler, d'ouvrir un compte bancaire, tout ce que vous voulez, que dans leur propre pays. On en est là aujourd'hui. Oui, dans ce pays raciste systémique. Parce que tu vois, ils sont tellement plus heureux que... Moi, je sais pas, on m'avait dit que la France était raciste, systémique, qu'ils étaient persécutés. Au final, elle dit non, je préfère être là, en fait. Ah bon? Bon, Dabia B, les amis, qui est apparue donc au tribunal vendredi. Elle aurait pris apparemment 25 kilos, des cheveux blancs. Les médias n'ont pas, évidemment, montré sa tête, comparé, par exemple, à l'affaire Cédric Jubilard. À Jubilard, on l'a vu. Oh là là, on l'a vu cette semaine dans le box des accusés, là, avec son vieux crâne chauve. Mais Dabia B, non. Non. Pas pareil. On n'avait pas les caméras disponibles, elles s'étaient pas rechargées après Jubilard. Donc désolé, ça va pas être possible. Ouais, non, c'est vrai que le traitement médiatique est assez marrant entre les deux.
parce qu'en plus Jubilard, l'affaire est pas du tout établie comme là Dabia B qui a elle avoué, on a les vidéos machin. Cédric Jubilard, on a ni le corps, on n'a pas grand chose, donc c'est celui qui est accusé d'avoir tué sa femme Delphine. Bon, c'est assez marrant la couverture. On verra après comment ça se passera dans la suite du procès. Peut-être que là, c'est les 2 premiers jours, ça les intéresse pas les médias, tu vois, de prendre en photo Dabia, je sais pas. Mais en tout cas, oui, on nous a juste fait des dessins, alors que Jubilard, il y a des photos dans son box, etc. Même des vidéos. Est-ce que c'est après, c'est peut-être les avocats qui avaient organisé ça, je sais pas. Mais si est-ce qu'on ferait pas le petit descriptif de la vie de Dabia B? Ça t'intéresse la vie de quelqu'un qui naît en Algérie et qui vit en France pour tuer quelqu'un? Bien sûr. Parce que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, donc ça, c'était le premier jour du procès. Voici ce qu'elle a raconté. J'ai lu du coup les retranscriptions du procès. Donc, j'ai envie de vous dire, je peux pas vous affirmer que c'est vrai tout ce qu'elle dit, puisque c'est que ses mots à elle et tout ça, c'est sa version en tout cas des faits. Alors en fait, ce qu'elle raconte en quelques mots, c'est qu'elle est née donc en Algérie et qu'en Algérie, bon, ça se passe très mal. Elle a donc un père qui est violent, qui la bat. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on l'envoie à un moment donné chez sa grand-mère et visiblement là, lorsqu'elle a 14 ans, donc elle vit en Algérie, un voisin la viole. Donc elle, c'est comme ça qu'elle explique un peu ça. Elle dit oui, mais moi j'ai été violée, vous comprenez, d'accord. Et donc un voisin la viole. Ensuite, on l'envoie chez sa tante et sa tante lui montre des films pornographiques. Voilà. Donc quand elle a 15 ans, quoi, c'est superbe. Et ensuite, elle l'emmène dans la forêt et dans des parcs pour la forcer à toucher des sexes des hommes dans la nature en Algérie. Bon, je sais pas si c'est une coutume locale, mais en tout cas, ça peut paraître un petit peu bizarre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, sa mère vient s'installer en France et là, hop, tiens, c'est marrant, il y a un Trotsky président qui vous a donné tous les chiffres de l'immigration. Vous vous souvenez? Je vous avais parlé de ces fameux visas étudiants. Et bah, Dabia B, comment elle va venir en France en 2016 à Brie-sur-Marne au titre d'un visa étudiant. Donc elle arrive, je sais pas ce qu'elle a étudié, elle a rien étudié du tout, hein, elle est venue avec un visa étudiant terminé, mais en fait elle n'a jamais renouvelé ce visa. C'est donc pour ça que des années plus tard, alors qu'elle a plus du tout de visa, qu'elle a jamais été étudiante, eh bien quand elle sera à l'aéroport, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, elle est comme d'une OQTF, elle s'en fout totalement. Alors ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a travaillé dans des bars, c'est qu'elle a travaillé dans des restos. Ensuite, la base, elle s'est mise à se prostituer. Donc en gros, elle a ses clients dans les bars et puis s'ils ont envie de, hop, une fois que le bar est fermé, tac, petite prostitution. Et de là, elle rencontre un mec qui s'appelle Mustapha. Et Mustapha, visiblement, alors lui, il a un bon profil, hein, et donc il est dealer. Et en fait, il lui fait garder des valises de cannabis et il la prostitue en même temps. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Et donc elle découvre le cannabis. Alors là, c'est magnifique. Elle dira qu'elle est montée jusqu'à 20 joints par jour. Donc si vous voulez, en termes cognitifs, on est pas mal. Mais apparemment, et alors c'est là que les théories un petit peu conspirationnistes, et moi je vous donnerai les 3 thèses et après vous choisirez laquelle vous voulez. En gros, visiblement, quelques mois avant ce drame, hein, cet assassinat, enfin ce meurtre en tout cas, parce que je sais pas si on peut dire assassinat parce que c'était pas vraiment prémédité, donc ce meurtre, eh bien elle rencontre donc voilà, vous voyez hein, les gens qui sont full cannabis, machin, qui sont dans ces milieux-là. Elle rencontre des franco-algériens d'une 50aine d'années en banlieue qui en fait eux apparemment sont des islamistes un peu ésotériques, des sorciers en fait, elle parle de sorcellerie et qui lui font venir lors de rituels, dans des cryptes, machin, où on parle de sacrifices de gens et tout. Et ça a l'air de beaucoup la marquer. Mais, donc en fait, là, il y a la question, est-ce qu'elle a plutôt été influencée par fumer 20 joints par jour? Est-ce qu'elle a plutôt été influencée par un grand sorcier qui l'aurait envoûtée? Ou est-ce que juste elle est zinzin? Ou alors est-ce qu'il y a une autre raison pour avoir tué Lola et mis un 0 et un 1 sous ses pieds? Voilà en gros pour le parcours magnifique et vraiment de cette chance pour la France d'Abia B. J'ai envie de dire les 4, mon colonel. J'ai envie de dire que c'est un mélange un peu de tout. Dans tous les cas, c'est très important que tu parles de ce Mustapha qui est son ex-compagnon et donc c'est un peu dans les premières lignes de la défense de Dabia. Dabia aurait voulu en fait en réalité le jour du meurtre s'en prendre à Mustapha, son ancien compagnon dont elle était très très amoureuse et qui l'a rabaissé constamment, l'a sexualisé en permanence et qui lui avait envoyé par exemple ce jour-là par message un tout petit peu avant le meurtre de Lola ces 2 mots: sus pute. Bon voilà. Ça c'est Mustapha et ce à quoi Dabia lui a répondu en lui envoyant par texto un doigt d'honneur: tu vas voir mes doigts ce que je vais en faire, tu vas voir ce que fait une vraie Algérienne, on se voit après ce que j'ai à faire. Bon voilà. Donc c'est bon, le meurtre pas prémédité. Bon. Oui.
En tout cas, voilà, une vraie DZ, les amis, une vraie Jezahir, voilà. Il suffit que Mustapha lui envoie suspute pour que la meuf pète complètement un plomb. Mais ça va quand même dans la lignée de ses confrères en France, hein, les amis. Hein. Vous qui côtoyez évidemment ces enfants d'immigrés maghrébins, vous voyez qu'ils ont le sang très très chaud. Et ça commence d'ailleurs dès la maternelle, hein, dès tout petit. Je vous conseille de faire cette expérience sociologique si vous avez des enfants. Allez dans des parcs avec des enfants de l'immigration maghrébine dedans et vous verrez que ce n'est qu'eux qui foutent le bordel et qui provoquent en permanence. Donc je sais pas, il doit y avoir des trucs cognitifs, il doit y avoir des trucs qui s'expliquent par la science. Bon, en tout cas, voilà, Dabia B, un suspute a suffi pour la faire vriller, pour décapiter une petite fille de 12 ans et la mettre dans une malle. C'est complètement magnifique. Et le problème, les amis, c'est que nous vivons encore une fois à côté de ces gens-là. Le procès donc qui s'est tenu donc ce vendredi, et donc on a eu évidemment les premières retranscriptions, les premiers éléments, les premiers aveux de Dabia, qui a d'ailleurs regretté devant la famille de Lola, voilà, en disant moi ce que j'aimerais, c'est demander pardon à la famille. C'est horrible ce que j'ai fait. Je regrette. Ceci étant, sur les faits, elle maintient. Ça, c'est vraiment le truc qu'elle veut maintenir, ne pas avoir commis de pénétration anale ou vaginale, même si elle reconnaît toujours avoir imposé un cunilingus à Lola. Voilà, elle reconnaît aussi les blessures au niveau du dos, mais pas du cou. Enfin bref, voilà pour les premiers mots et les premiers aveux de Dabia, cette Algérienne magnifiquement sous OQTF qui a décapité Lola. Oui, alors, tant qu'on est dans les phrases choquantes, là, parce que de toute façon, je sais qu'on va faire que de se faire ban. Là, si vous voulez que quelqu'un d'autre écoute ce podcast, il n'y tient qu'à vous et vos partages. Il y a une grande question en fait sur ce procès, c'est mais pourquoi tu as foutu ce putain de corps dans la valise? C'est quoi le projet? Pourquoi tu as 2 énormes valises que tu n'arrives même pas à transporter? Et tu voulais l'emmener où, le corps? C'est quoi le délire? C'est quoi ton délire? Et elle a répondu à sa première audition, je préfère en rire qu'en pleurer, elle a dit qu'elle voulait faire un barbecue sauce mayo samouraï. Voilà. Donc, et ensuite, elle vient s'excuser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est dans un profil de quelqu'un qui d'un coup, qui des fois, dans son audition, elle est super arrogante et tout, elle s'en fout. Et des fois, elle demande pardon et elle dit que en fait, elle a vu des fantômes et que c'est pas elle du tout. Enfin, on est dans un monde là de gens totalement bizarres. Ce qu'il faut absolument préciser, c'est que pendant un moment, on a cru qu'elle allait passer pour folle, pour non responsable de ses actes. Sauf que il y a eu non pas une, mais 2 expertises psychiatriques et les 2 experts concluent qu'elle est totalement consciente de ses actes et qu'elle est responsable. Donc, soit elle a joué la carte un peu de la folie en disant des dingueries comme ça, le sauce je sais pas quoi, soit on est en face de quelqu'un, enfin je sais pas, il y a des... En fait, elle a juste des accès de démence. Enfin, en tout cas, il y a un vrai sujet sur sa santé psychologique, quoi, parce que il y a vraiment des propos et des actions très bizarres. Où il y a tout simplement le fait que nous ne pouvons pas les comprendre. Nous, en tant qu'Européens civilisés, nous ne pouvons peut-être pas comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, enfin, tous ne font pas quand même des trucs de ce genre-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est quand même dans un monde... Non, mais évidemment, sans aller jusqu'à là, mais ils font évidemment des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Voilà, nous ne pouvons pas comprendre ça. Je vous donne un exemple sorti du contexte, mais qui est d'actu. Vendredi, à Marseille, a eu lieu la liquidation des Galeries Lafayette, puisque tant l'insécurité est forte à Marseille que les Galeries Lafayette ont préféré partir de la ville. Bon, ça c'est la petite aparté. Je vous conseille de regarder les vidéos de la liquidation des Galeries Lafayette. Il n'y avait évidemment que des filles, descendants d'immigrés maghrébins. Et sur ces vidéos-là, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi ces surréactions. Pourquoi se battre pour acheter 10 paires de baskets. Enfin, y a des trucs que nous, nos cerveaux d'Européens, ne peuvent pas comprendre. Donc vraiment, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, mais il y a évidemment des biais cognitifs et il serait intéressant que des scientifiques se penchent là-dessus. D'ailleurs, De Gaulle l'avait dit, mélanger les Français et les Arabes, c'est comme mélanger de l'huile et le vinaigre. Au bout d'un moment, ils se sépareront. Bon je trouve que en 2025, nous en sommes vraiment là. Nous ne pouvons pas cohabiter, nous ne pouvons pas nous parler parce que tout simplement, nous ne nous comprenons pas. Et à mon avis, Dabia B est l'Algérienne de base, en fait, si vous voulez. Oui, enfin, elle est un peu plus, hein, parce que tu vois ce que je veux dire. Plus, évidemment. Toujours est-il que, et là, on va faire un gros big up à Carl Zdero qui en avait parlé à l'époque, alors que tout le monde refusait d'en parler. C'était l'Omerta. Voilà, l'Omerta par protection d'un OQTF. Ça, c'est un peu la base en République française. Carl Zdero avait
avait à l'époque évoqué la piste de la sorcellerie. Ouais. Et alors c'est très intéressant puisque au procès, un enquêteur de police raconte avoir entendu un témoin durant les investigations qui racontera que Dabia avait eu une discussion un week-end avant les faits à Pornic. Des amis de ce témoin avaient lancé une conversation philosophique sur le zéro et la mort, ce qui aurait très intéressé Dabia, qui aurait alors fait état d'une coutume algérienne pour trouver un trésor. Selon cette coutume, aurait-elle raconté, il faut tuer un enfant blanc et blond et lui couper la tête, puis regarder le sens de l'écoulement du sang pour trouver un trésor. D'autres éléments évoquent un contexte de sorcellerie, Dabia ayant par exemple déclaré avoir prélevé du sang de Lola dans une bouteille et l'avoir bu. Selon les investigations, Dabia a également fait des recherches sur son téléphone pour savoir comment faire un sacrifice humain. Ouais, alors, ça c'est une des thèses, comme je vous ai dit, vous avez 3 voix dans cette histoire parce que en fait le procès, contrairement à l'affaire Jubilard qu'on a évoquée tout à l'heure, l'affaire Jubilard tout à l'heure c'est est-ce que Cédric Jubilard est coupable ? C'était ça le truc. Là, l'enjeu de ce procès, c'est pourquoi Dabia B, 24 ans, se met à tuer une petite fille de 12 ans avec des sévices sexuels alors qu'elle s'est jamais intéressée aux femmes, qu'elle n'est pas censée être pédophile. C'est quoi ? Pourquoi ? Et ensuite, qu'est-ce que tu faisais avec cette valise ? Qu'as-tu fait ? C'était quoi le projet en fait de cet assassinat ? C'est là tout l'enjeu. Donc, à cet enjeu-là, vous avez, encore une fois, 3 thèses. 1, comme elle l'a dit, elle voit des fantômes, c'était pas elle, elle est folle. 2, elle est défoncée au cannabis, elle n'est pas dans son état naturel. 3, il y a le truc de la sorcellerie. En fait, pour aller un petit peu dans ton sens, moi, je vais étayer un petit peu ce qu'a dit Karl Zero, puisque j'ai écouté justement son témoignage et j'ai eu la chance de lire son envers des affaires sur justement Lola. Voici ce qu'il dit en fait, c'est que lui, il a eu accès à un ex qui a cherché à rentrer en contact avec lui pour lui raconter ses fréquentations d'un grand sorcier qui, visiblement, selon Dabia, fait apparaître des serpents, qui lui a fait reparler à sa mère qui est décédée, à son père qui est décédé. Enfin, en tout cas, il avait une énorme influence, une énorme emprise, comme c'est le mot à la mode, sur Dabia. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il a eu 2 énormes témoignages, Karl Zero, qui sont des missiles atomiques. C'est qu'il a parlé aux 2 sœurs de de Dabia. Excusez-moi pour ce gros lapsus. C'est-à-dire la personne chez qui s'est passé le meurtre, puisque c'est la sœur de Dabia, vous l'avez compris, qui hébergeait Dabia au moment du meurtre. Et cette sœur-là va dire... Oui, elle filait un mauvais coton, elle nous parlait de sacrifice. Et elle agrémente cette thèse en disant que oui, tout à fait, elle avait des fréquentations de grands sorciers. Et là, il y a vraiment un élément qu'il faut absolument creuser, c'est que une de ses sœurs, je sais plus si c'est celle qui l'a hébergée ou si c'est l'autre, là, celle que tu as évoquée tout à l'heure, dit, depuis qu'elle a rencontré cette personne-là, elle avait arrêté cannabis, alcool, cigarette. Ça ferait tomber toute la thèse de elle est défoncée au cannabis, elle tue un enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Si elle a effectivement arrêté parce qu'on lui a expliqué que c'était haram ou je sais pas quoi. Et donc, visiblement, là, il y a une autre thèse qu'il faut raccrocher à ça. Et là, pour le coup, autre big up à passer, c'est Georges Fenech, le magistrat, qui, lui, en fait, a raconté que effectivement en Algérie, il se passe une coutume depuis des millénaires, c'est les enfants zouris. Alors, si vous connaissez pas les enfants zouris, je vous explique en vraiment 30 secondes. C'est que très régulièrement en Algérie, sont raptés des enfants blonds ou roux. Pourquoi ? Blanc, évidemment. Blanc, blond. Blanc, roux, par des gens qui croient à des thèses qui sont même antérieures à l'islam. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les croyances sur les démons, etc. Et en fait, ils font des sacrifices de ces enfants roux et blonds. Me demandez pas pourquoi, parce que j'imagine que c'est plus rare. C'est comme, je sais qu'ils aiment bien s'en prendre aux albinos en Afrique noire. Bon, bah là, c'est pareil sur les blonds et les blancs. Et en fait, ils font des sacrifices de ces enfants-là à ces démons-là, ce qu'on appelle les djinns dans la religion musulmane. Si vous connaissez un musulman, parlez-lui des djinns, vous verrez que ils y croient quasiment tous. Et nous, dans les catholiques, on croit aux anges. C'est un peu le même délire. Et en fait, il y a une énorme tradition là-bas qui est encore pratiquée. Bon, je vais pas dire c'est tous les jours, mais qui est quand même pratiquée, qui s'appelle les enfants zourides. Où voilà, on kidnappe et on tue un enfant dans des circonstances qui ressemblent un petit peu à celles de Lola, où il y a des histoires de on offre le sang, il y a des histoires de on coupe la tête, de je sais pas quoi, pour se mettre bien avec ces démons. Et là arrive la thèse qui pourrait s'accrocher à celle-là, c'est que ce qu'elle a dit à sa sœur, qui est absolument édifiant, et là il y a un audio, c'est-à-dire que Karl Zero a enregistré cet entretien téléphonique avec sa sœur, je vous inviterai à l'écouter, vous savez quoi, je mettrai en description, où elle dit que Lola, 2 jours...
Attends, c'est quoi, 2 jours ou 3 jours, je me souviens plus. Allez, disons 3 jours, mais vous écouterez dans l'audio. 3 jours avant, Dabia se réveille d'un énorme cauchemar à sa sœur. Elle dit, il faut que je tue avant le 16, sinon c'est le djinn qui va me tuer. Et bim, 2 jours plus tard, effectivement, elle tue quelqu'un. Donc bon, c'est plein d'éléments, ça peut être quelqu'un de totalement barjot, je sais pas, mais est-ce que ça voudrait pas dire que la personne qui, voilà, le grand sorcier qui lui faisait faire des rites, etc., lui a dit, là, j'ai besoin du corps d'un enfant pour le sacrifier à je sais pas quoi, ramène-moi. Il y a un petit trou dans son emploi du temps où on ne sait pas à qui elle a apporté la valise à un moment donné. Est-ce qu'elle a apporté des bouteilles de sang, évidemment, parce qu'elle a dit qu'elle avait vidé de sang pour le mettre dans des bouteilles. Est-ce qu'elle a donné ce putain de sang d'enfant à ce gars-là? Ce gars-là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, personne, aucun policier ne l'a jamais entendu. Hein. Tout le monde s'en balèque. De cette thèse-là, personne n'en a rien à foutre. Ils ont préféré mettre en examen le chauffeur VTC qui a transporté la valise là, pour la ramener dans le 19e. Mais alors, par contre, le mec... Visiblement, le gros sorcier, tout le monde s'en balèque. Donc, est-ce que c'est du délire complotiste? Est-ce que c'est au moins une piste à creuser? Je vous laisse vous faire votre avis. Dans tous les cas, ce procès, les amis, qui va évidemment se poursuivre encore plusieurs jours. On verra évidemment la peine que prendra Dabia B et ça va être le sujet du Trotsky président qui va arriver très bientôt. Ouais. Toujours est-il que cette affaire, les amis, au-delà de ce qui a été fait, au-delà de cette histoire complètement sordide, cette affaire est évidemment imminemment politique, les amis, et vous le savez, l'extrême gauche et son armada de journalistes a crié évidemment dès les premières manifestations en soutien à la famille de Lola, son mécontentement à cause de cette récupération, cette prétendue récupération politique. Eux, sur George Floyd, quand George Floyd s'est fait buter par un flic à 8000 km de chez nous, ouais. Eux, là, il n'y avait pas de souci pour la récupération politique. Pour nous, pour Lola, la blanche, tuée par une OQTF, évidemment, ça c'est pas de problème. Pareil pour les féministes qu'on n'entend jamais. Elles nous diront que ce n'est pas tous les OQTF qui sont des tueurs de petites filles. Mais par contre, pour l'affaire Gisèle Pellicot, elles diront que ce sont tous les hommes qui sont des violeurs. Oui. Bon, évidemment, elles ne sont plus à un discours contradictoire près dans tous les cas. Cette affaire est éminemment politique. Les journalistes à la botte du pouvoir et les immigrationnistes, évidemment, sont là pour vous narguer, pour vous énerver. On a vu il y a quelques mois Christophe Ondelat sur le plateau de C'est à vous, à côté de la maman de Lola, dire que l'aide médicale d'État était bien utile en France quand on voyait ce genre d'affaires, puisque Dabia aurait dû être prise en charge et aurait dû être soignée, et ça aurait peut-être évité le meurtre de Lola. Il a dit ça devant la mère de Lola, et personne ne lui a répondu à ce fils de pute, excusez-moi du terme, mais je suis obligé de Ondelat, que non. En fait, le mieux aurait été que Dabia reste en Algérie, voilà, avec ses djinns. Mais... avec Mustapha en fait. Voilà. Ça aurait été le mieux. Monsieur Ondelat, elle a été déclarée totalement saine d'esprit. Donc quand quelqu'un est déclaré saine d'esprit par 2 psychiatres, psychologues, tu ne vas pas te faire des soins grâce à l'AME. Donc là, Ondelat en fait est complètement hors sujet, il est complètement à côté de ses pompes, et en fait il nous explique il faut absolument continuer à soigner gratuitement les étrangers, regardez, ça aurait permis de sauver ça. Mais tu te rends compte de la folie mentale. Enfin, j'espère que vous imaginez ce que cette personne, en fait, préfère les avoir sur place et les soigner, alors que là, en l'occurrence, les gens disent non, elle a pas besoin d'être soignée, elle a fait ça en toute connaissance de cause. Enfin, je sais pas si vous imaginez que ce gars veut que vous cohabitiez avec ce genre de type de personne. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Ondelat ce jour-là, t'as bien fait de rappeler ça parce que j'avais oublié. Ondelat est une énorme merde qui d'ailleurs s'est fait grand remplacer par un certain Rachid à la présentation de Faites entrer l'accusé. Donc c'est très très bien. Il y a aussi, après les journalistes de gauche pro-immigration, il y a aussi la grande repentance. Oui, la repentance de Julien Drey, le patron de SOS Racisme. On l'écoute sur CNews. C'est-à-dire il y a un monstre, parce que c'est un monstre. Personne qui a fait ce type-là. Et après, il y a la réalité du politique migratoire qui permet à un monstre d'être présent sur le territoire français et terriblement de rencontrer cette jeune fille et avec tout ce que va décrire le procès et qui est horrible. Voilà. Donc après et c'est pour ça qu'il faut bien séparer les deux choses. Voilà, il y a une discussion à avoir sérieuse sur la politique migratoire de la France, sur le fait que les OQTF sont pas exécutés, et je pense que Jean-Sébastien a raison, il y a un vrai problème avec l'Algérie. Ah, il y a un vrai problème, Julien Drey. Gros porc qui fait que manger des Big Mac. Il y a un vrai problème, mais attends, tu disais quoi il y a 20 ans là? Tu disais quoi face à Marine Le Pen il y a 20 ans? Attends, vas-y, on écoute. D'abord, je vais vous dire, moi, dans cette situation, quand je vois Farid, j'ai mal. J'ai mal parce que je me dis que c'est une chance pour la France
une chance énorme de disposer d'un jeune qui a fait tous ses efforts pour arriver là où il est arrivé. Et c'est un crime contre la République, c'est un terrible crime pour la République, contre la République, de le voir dans cette situation. Et si on avait changé le discours depuis 20 ans, si au lieu en permanence de désigner les immigrés comme responsables de tous les maux de cette société, si on s'était dit une fois pour toutes que c'est une chance, que peut-être tout n'est pas formidable, mais que c'est une formidable chance pour la France de disposer de jeunes comme lui, et il y en a des milliers qui ont fait tous ces efforts, eh bien peut-être que les choses seraient différentes. Et depuis 20 ans, on a passé son temps à essayer de les sortir de la communauté nationale. Et même quand ils avaient fait tous les efforts pour y arriver, et on vient de le voir encore ce soir, c'est terrible, on leur dit, eh ben non, t'es pas totalement français encore. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est insupportable. Alors. Ah, c'est beau. Ah hein. oui. Ah, c'est beau. Ah oui, mais ce sont des chances pour la France, Julien Drey. Évidemment que ce sont des chances pour la France. Toi qui as combattu Jean-Marie Le Pen pendant des années, puis sa fille, toi qui as envoyé des militants d'SOS Racisme au premier meeting de Zemmour à Villepinte avec vos t-shirts de cuck, stop au racisme. Et là maintenant tu dis qu'il y a un problème avec la politique migratoire de la France. Mais attends Julien Drey, attends, tu t'es pas battu pour faire rentrer des milliers de personnes, des millions de personnes. Attends, mais j'en peux plus en fait de ces gens-là. J'en peux plus surtout, je vais vous le dire, j'en peux plus de la communauté juive en fait. De la communauté juive médiatique, j'entends bien, pas des juifs français qui n'ont rien à voir avec tout ça. Oui, de ceux qui pèsent, voilà. Ceux qui, voilà, de cette communauté juive médiatique qui s'est battue pendant plusieurs dizaines d'années pour faire rentrer des millions de personnes venues du Maghreb, venues d'Afrique, des millions de musulmans, et qui depuis le 7 octobre en Israël disent aux nationalistes français qu'ils ont combattu pendant des années, c'est bon, maintenant vous pouvez cracher sur la gueule des Arabes, maintenant vous pouvez y aller, maintenant vous pouvez les frapper ces musulmans parce qu'en fait ils sont pas si bien que ça. Ces mecs en fait qui nous ont craché à la gueule pendant des années viennent se repentir en disant que finalement oui il y a peut-être un problème, mais en fait Julien Drey, il aurait s'agi d'arrêter de faire le cuck avant, hein. Il aurait s'agi de prendre sa grosse paire de baloches et de dire qu'en fait l'immigration de masse détruit le pays. Voilà. Et aujourd'hui, tu es en partie responsable de ce qui s'est passé à Lola. Parce que sans ton idéologie, Dabiabé ne serait peut-être pas rentré sur le territoire. Sans ton idéologie, les Français n'auraient peut-être pas fait des barrages à la haine et auraient peut-être, je dis bien, élu Jean-Marie Le Pen en 2002, ce qui aurait, à mon avis, drastiquement changé le pays. Voilà. Et à mon avis, un Jean-Marie Le Pen en 2002, Lola aujourd'hui serait peut-être, je dis bien, peut-être encore vivante. Donc Julien Drey, ta repentance, tu peux te la mettre dans ton cul. Oh, je vois que t'en avais gros sur la patate sur Julien Drey, mais c'est vrai que là, ces revirements des résistants de la 25e heure, c'est très fatigant. Et je comprends que ça t'ait énervé, que ça t'ait touché, parce que ces mecs-là nous ont expliqué la haine pendant des années. C'est eux qui ont inventé tous ces concepts-là, voilà, les fascistes, les antisémites, les je sais pas quoi, toutes ces étiquettes. Et hop, aujourd'hui, en fait, non, vous inquiétez pas, vous avez le droit d'être contre l'immigration, et nous aussi, on est contre. C'est vrai que c'est fatigant, c'est épuisant, donc je comprends que c'est infernal. Parce que là, c'est marrant, eux, ils ont basculé sur l'affaire Lola en disant, voilà, il y a des monstres, c'est l'immigration et tout, mais il reste une partie des gens non négligeables qui nous dit que c'est quand même de la récupération politique, l'affaire Lola, c'est abusé, que l'extrême droite la récupère et tout. Il y en a qui, eux, n'ont même pas démarré la repentance. Au moins, lui a démarré la repentance, cela dit. C'est sûr. Bon, en tout cas, à mon avis, ces gens-là, nous ne les... En fait, je pense que ces gens-là qui accusent la prétendue droite, les prétendus extrémistes, les prétendus fachos de récupération, en fait, basculeront le jour où, en fait, ce qui se passe dans tous les quartiers islamisés de France se passera en bas de leur immeuble, en fait. Je pense que c'est à ce moment-là que ces gens-là vont commencer, en fait, à se dire « Ah merde, là, ça commence à me toucher. » Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé avec la communauté juive médiatique en France. C'est qu'à partir du moment où ça les a touchés de près, où ils se sont rendus compte qu'en fait, oui, les musulmans voulaient les flinguer, en fait, là, ils se sont dit attends, non, mais peut-être qu'en fait, faut faire des trucs, faut changer d'idéologie. C'est un peu comme les homosexuels avec le Front National. Voilà. Aujourd'hui, le Front National est le premier parti chez les homosexuels. Ouais. Pendant longtemps, il a été diabolisé. Tu vois, parce qu'à partir du moment où ça a touché une communauté, ces gens-là se sont dit ah ouais, ok, bon, là ça nous touche, donc on peut plus faire semblant. Ouais. Mais tu vois, là l'alliance, en gros, c'est, tu vois, on met régulièrement les crottes de nez comme il faut à l'alliance musulman, LFI, extrême gauche et tout, alors qu'ils ont rien à voir ensemble. Mais c'est comme pendant des années l'alliance extrême droite, enfin en tout cas droite radicale, juif,
enfin communauté juive organisée, machin, n'avait rien à voir. Et là, hop, maintenant, il y a cette alliance qui est en train de se former. Donc des deux côtés de l'échiquier politique, il y a une alliance qui est en vrai contre nature. C'est ça qui est rigolo. Évidemment, mais d'ailleurs, vous avez vu, on distribue des crottes de nez à tout le monde. Hein. Là, on n'est pas là pour faire dans la dentelle. Quand il y a des gens qui se sont trompés et qui sont responsables de ce genre d'affaires, mais évidemment que on les dénonce. Et ce genre d'affaires, c'est une parmi tant d'autres. Hein. Oui. Évidemment, les amis. On va pas vous faire des podcasts, surtout des petites filles françaises tuées par des gens issus de l'immigration. Non, parce que sinon, il faudrait qu'on ait une quotidienne. On vous le dit à chaque fois, mais là, c'est juste que celle-là, elle est particulièrement sordide. Et il se trouve qu'elle a pris un OQTF 2 mois avant de faire un assassinat et qu'on l'avait sous la main. Donc évidemment que ça pose des questions. Donc c'est pour ça qu'on traite cette affaire-là. Et que là, peut-être qu'il y a en plus un lien avec une frange un petit peu arriérée de la religion bizarre. Il y a aussi ce délire-là. Dans tous les cas, les amis, Cédric Jubilard a été condamné il y a quelques jours à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. Pas de corps, très peu de preuves, beaucoup de choses cheloues, beaucoup de ce qu'on a compris en tout cas, d'éléments en tout cas laissés un peu à l'abandon par les enquêteurs. Cédric Jubilard a été le coupable idéal, disons ça comme ça. On dit pas que c'est pas lui qui a tué sa femme, attention encore une fois, on dit juste que je pense que c'est assez dangereux de condamner ce mec à 30 ans de prison sans corps, sans beaucoup de preuves. Là, on arrive dans une jurisprudence, les amis, qui peut être très très compliqué. Ça sera d'ailleurs peut-être un argument pour les personnes qui sont contre la peine de mort. On va en parler dans moins de 5 minutes. Toujours est-il qu'on verra évidemment quelle peine prendra Dabia B. Est-ce qu'elle prendra de la perpétuité incompressible comme à peine 5 personnes en France? Est-ce qu'elle sortira un jour de prison? Je vous rappelle qu'elle a 25, 28 ans, quelque chose comme ça. Donc si elle prend 30 ans, elle pourra recommencer sa vie. D'ailleurs, juste une petite parenthèse sur Cédric Jubilard. Cédric Jubilard, donc, il prend 30 ans en premier appel. Il a fait appel, du coup. On verra s'il est recondamné pareil en appel. Mais moi, quand j'ai vu que vous vous souvenez, les terroristes là, qui ont foncé et qui ont participé à écraser tous les gens à la promenade des Anglais le 14 juillet, là, à l'époque, eux, ils ont pris 16 et 18 ans. Jubilard, il prend le double pour avoir, je dis pas que c'est pas bien, mais tuer sa femme, en tout cas visiblement, avec juste des faisceaux d'indices concordants, mais pas de corps, un mobile un peu chelou, un peu rien. Il prend 30 ans. Mais attendez, Dabia, qui là a donc tué, violé, acte de torture et barbarie, et elle va prendre quoi? Tu vois ce que je veux dire? Si lui, il prend 30 ans pour un meurtre de sa femme, on va dire simple, ce qui est horrible, hein, voilà. Imaginez quelqu'un où il y a viol, barbarie et tout. J'attends de voir très, très clairement, parce que là, ça me paraît, ils ont mis le curseur très, très violent, là. Rendez-vous donc dans quelques jours pour la condamnation de Dabia B, les amis. Évidemment, Trotsky s'associe à moi pour avoir une pensée pour toute la famille de Lola et ceux évidemment qui sont plus là, notamment elle et son père qui est mort de chagrin, le pauvre. Donc voilà, cette république est dégueulasse et évidemment, on espère un sursaut français d'ici quelques années. En tout cas, cette république est dégueulasse et ça va nous permettre de passer à un autre sujet plus léger quand même avant de passer au Trotsky président, mais il était important pour nous d'en parler et de vous donner notre avis dessus. C'est la débile du gouvernement. Alors non, je ne parle pas de Aurore Berger, non, je ne parle pas de Agnès Pannier-Runacher, je parle de la débile de Yael Braun-Pivet qui a eu une super idée, on écoute. Des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit, ça peut pas comme ça se poursuivre sur des générations et des générations. Donc oui, moi je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. Alors ça sera pas fait au détour d'un amendement, mais en tout cas il doit y avoir un travail collectif qui est mené sur la taxation des héritages, la fiscalité. On voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans notre pays et ça n'est pas sain. Ce n'est pas ça. Taxer. Et du coup, vous voulez réduire les dépenses. Taxer. Et du coup, vous n'avez pas autre chose que taxer. Donc oui, les amis, Yael Braun-Pivet qui veut maintenant taxer les héritages. Alors là, c'est génial. Et apparemment, donc elle nous dit que c'est pas sain. Oui. Voilà, elle nous dit que ça lui va pas, quoi. Déjà, petite parenthèse sur la personne en elle-même. Yael Braun-Pivet, c'est elle qui avait dit, tu sais, quand à un moment donné,
les Français, quand ils étaient là, quand on a atteint les 70% d'imposition cumulée, tu sais, si tu cumules toutes les taxes qu'on a entre le brut et le net, la TVA, machin, ils ont commencé à dire ouais, quand même, l'Assemblée nationale, c'est bizarre qu'il y ait 2 meilleurs ouvriers de France, que les repas soient gratuits, enfin que un menu gastronomique ça coûte 14 € pour les députés, on pourrait quand même faire un petit effort. Et donc un journaliste l'avait interrogé, Yann Braun-Pivet, je me demande si on n'avait pas passé le sonore dans le podcast d'ailleurs, mais on en avait parlé de cette affaire, et elle avait répondu, alors s'il y a des économies à faire, je serai la première à le faire, hein. Mais là je peux vous dire, ça fonctionne nickel, il n'y a pas d'économie à faire. Donc il n'y a pas d'économie à faire à l'Assemblée et dans l'ogre de l'État, mais alors par contre l'héritage de vous et moi, là vous inquiétez pas qu'on va encore continuer à trouver de l'argent et vous taxer encore plus. Elle dit qu'il faut taxer encore plus parce que là à l'heure actuelle, sachez que l'héritage c'est déjà une dinguerie monumentale, hein. C'est déjà énormément taxé parce que là son truc, l'argent qui tombe du ciel. Mais en fait, vous imaginez, ça c'est des menteurs et tout. Là on pourrait en faire 20 minutes d'insultes, mais je vais essayer de rester cordial. L'argent qui tombe du ciel, Yael Braun-Pivet. Non, c'est pas l'argent qui tombe du ciel, c'est l'argent de parents, d'un couple ou même d'une personne, d'une tante, d'une grand-mère, de je sais pas qui, d'un oncle qui en fait a réussi à garder un pécule au milieu de toutes vos taxes. Mais le mec, cet argent-là, toute sa vie, il a déjà été taxé. Il tombe pas du ciel, son argent. C'est-à-dire il avait un salaire en brut, le mec. Que déjà, l'entreprise payait en super brut. De là, il a eu un net. Ensuite, dans son net, il a eu des charges monumentales. Parce que le mec ne peut pas acheter. Parce que là, maintenant, tu vois, c'est hors de prix, l'immobilier. Parce que, ensuite, après, il a eu la TVA. Ensuite, il a eu les écotaxes. Ensuite, il a eu toutes les charges possibles et imaginables. Alors, j'imagine pas s'il est auto-entrepreneur ou quoi. Alors là, c'est la fin du monde. Et ensuite, il arrive à garder un tout petit peu d'argent pour le transmettre à sa famille. Non, c'est injuste. Mais attendez, c'est pas injuste que si sa lignée familiale a été héroïque, on peut garder un pécule, tu vois ce que je veux dire? Et sachant que eux, tous ces politiques, 95%, ils viennent justement de grandes lignées, de grandes familles où ils se transmettent des patrimoines. C'est juste que eux, comme ils sont dans les ultra riches, eux, ils arrivent à passer au travers avec des bêtes d'experts comptables, des gens qui font des magouilles plus ou moins légales, hein, les Cahuzac, les trucs comme ça, les comptes au Caïman, t'inquiète pas, il y a pas de problème, là, c'est pas imposé. Mais là, vous savez que par exemple, si on vous transmet 15 000 €, c'est pas le bout du monde, tu vois ce que je veux dire? Et que t'es pas éligible à l'abattement parce qu'en fait c'est la valeur de ta maison, il y a toujours des arnaques pour vous piquer de l'argent. Là, du coup, après l'abattement, c'est-à-dire que en gros, si c'est par exemple un frère, vous avez 15 000 € d'abattement, on compte pas les 15 000 €, et les 15 000 € d'après, ils sont déjà taxés à 20%. Déjà! Donc tu vois ce que je veux dire? Et alors, je te parle même pas de si c'est 500 000 €. Là, c'est 30%. Enfin, en fait, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que les taxes sont déjà énormes. On est plus taxé qu'en URSS. On avait parlé de cette info dans un des premiers épisodes. Et là, il nous explique qu'il faut continuer de taxer. Ce sont des malades. Ils veulent vous voler tout votre argent. Vous en avez presque plus. Ils ont repéré que vous en avez encore un peu quand il y avait des gens qui décédaient en gardant qui avaient réussi à conserver un peu d'argent. Non, ça on va vous le prendre et ils vont continuer de le voler parce que là, vous savez que bien sûr que tous vos impôts et tout l'argent qu'on va vous voler de l'héritage, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour construire des routes, des hôpitaux et des écoles, tout ça qui dysfonctionne, c'est toujours la même histoire. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant là, ce qu'elle a déclaré il y a une Braun-Pivet, mais on savait qu'il voulait continuer de voler notre argent. Cette république est en train de mourir à petit feu, les amis. Je suis même en train de me demander si je n'ai pas envie que l'État fasse faillite pour recommencer sur quelque chose de nouveau et de plus sain. Toujours est-il que je suis bien content que la Macronie soit morte parce que dans 2 ans, la gueule de Yael Braun-Pivet et tous les autres débiles de macronistes retomberont dans l'anonymat le plus total et comptez sur moi si jamais un jour je croise Yael Braun-Pivet pour lui dire ma façon de penser. Les arrête parce qu'ils vont encore justifier d'avoir des gardes du corps, des chauffeurs, des secrétaires. Oui, donc arrête. Non, on les aime bien, c'est super. Faut que vous continuez. Par contre, j'ai dit ma façon de penser. Oui, c'est vrai. Mais tu sais qu'il y a un vrai débat. Je sais pas s'il faut que je le lance maintenant. Sinon, on le notera dans notre petit carnet des pour plus tard. C'est marrant, j'avais entendu à propos de l'héritage, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Guillaume Meurice, qui avait fait une vidéo chez une ex-collègue de France Inter. Maintenant, ils sont fâchés parce que eux, ils ont gardé la gamelle. Et quand il s'est fait virer, il y a que 2 personnes qui l'ont soutenu, tout le reste des 28 personnes, ils ont fait non, nous on reste à France Inter. On s'en fout que tu te fasses virer parce que là-bas la solidarité, tu sais, dans ces milieux-là, ça n'existe pas. Et en fait, il avait dit pour moi, la droite et l'extrême droite ont des positions intenables et ils sont pas cohérents. Ils disent que c'est la méritocratie et pourtant ils sont pour l'héritage.
alors que selon lui, si on faisait vraiment la méritocratie, tout le monde devrait partir au même niveau d'argent et on devrait tous commencer avec 0 € étant enfant. Je trouvais ça intéressant ce qu'il avait dit. Bon, c'est une arnaque, mais tu vois ce que je veux dire, je trouvais ça intéressant. Ah ouais. Bon, on se le note dans nos petits papiers de débat à faire tard. Cette année, évidemment, Trotsky. D'accord. Là, il est l'heure quand même de lancer notre rubrique Trotsky président direction l'Élysée. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Trotsky avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez sur ces images en ce moment même au Louvre. Et oui les amis, c'est votre rubrique de ce podcast Trotsky président. Que ferait Trotsky à la tête de l'État? Et aujourd'hui, on relance évidemment, suite au procès de Dabia B, la meurtrière de Lola, on relance le débat sur la peine de mort et surtout, on la relance dans un contexte où on panthéonise Robert Badinter et où Libération a fait un article ce vendredi 17 octobre, le jour de l'ouverture du procès de Dabia B, le billet d'humeur de Sabrina Champenois. Je vous lis l'article. Procès du meurtre de Lola, le moment ou jamais de remercier Robert Badinter. Les faits atroces qui seront jugés à partir de ce vendredi 17 octobre peuvent incliner à vouloir infliger à son tour la barbarie, ce qui empêche l'abolition de la peine de mort, et c'est salutaire. Voilà ce qu'a titré Libération, les amis. Merci Sabrina. Évidemment, quand Trotsky arrivera au pouvoir, cette sombre presse et Sabrina Champenois n'existera plus. C'est bien évident. Heureusement. En tout cas, s'ils existent, ce sera sur leur propre denier ou de, je sais pas, les auditeurs qui financeront, quelqu'un qui financera. Mais ce sera plus nous. Parce que là, à l'heure actuelle, comme vous le savez, c'est nous, c'est l'argent en moins sur votre héritage. Vous voyez? Donc, non, ça, ce sera évidemment fini. Donc, j'ai profité de la panthéonisation de Badinter où tout le monde vous a dit que c'était génial qu'il ait aboli la peine de mort contre l'avis des Français qui était à 60% pour, on l'a déjà dit. Là, à l'heure actuelle, visiblement, selon les sondages, c'est 55% des Français qui seraient pour la peine de mort. On ne les écoute toujours pas et ils n'ont surtout pas l'occasion d'en parler. Alors, j'ai fait des petites recherches, c'est absolument magnifique. Vous savez que dans les médias, personne ne prend jamais une position pour la peine de mort. Ça n'existe pas. Il y a rien. Même sur YouTube, t'as peut-être 3 vidéos de mecs qui donnent quelques arguments pour, mais tu n'as rien. C'est-à-dire que c'est interdit. Tu n'as pas le droit de dire je suis pour ou je m'interroge. C'est un truc de fou. C'est vraiment ça m'a frappé et je me suis dit, alors je vais pas vous dire si je suis à l'Élysée demain je remets la peine de mort. Je pense que ça mérite un référendum ce sujet-là, honnêtement, parce que il faut qu'on en ait un débat. Donc je vous ai compilé. En fait là, j'aimerais qu'aujourd'hui on ait une discussion et du coup Jean-Michel Aplathy sera un peu le relais quand je vais t'opposer des arguments. Et comme ça, tu pourras y réagir. Mais j'ai pris, en gros, ce que je vais faire, je vais faire un argument pour, un argument contre, un argument pour, un argument contre. Et on va essayer un petit peu d'analyser ces arguments, si ça te va, mon cher Jean-Michel Aplathy. Très bien. Donc, avant que vous votiez dans ce référendum, et je vous invite vraiment dans les commentaires à me dire si vous êtes pour ou contre à la suite de ces arguments. Alors, on va commencer directement avec un classique de l'argument qui est contre. C'est généralement, on va jouer sur l'émotion directement en disant vous connaissez Martin Zwiebig, il a été exécuté et 20 ans plus tard, on a découvert que c'était pas lui. Bon, aux États-Unis, il y a des histoires, mais de mecs qui étaient condamnés en 1945, tu vois. Donc en fait, les mecs, oui, ils ont été exécutés, mais sauf qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment les preuves et tout. Donc ça, cet argument de on peut exécuter des mecs et se rendre compte qu'ils sont innocents plus tard. Là, honnêtement, dans ceux que là, je ferme les yeux et vous fermez les yeux aussi, sauf si vous êtes en voiture. Réfléchissez à qui vous voudriez exécuter, les Salah Abdeslam, les Émile Louis, les trucs comme ça. Il y a zéro doute. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste pas se mettre à exécuter tout et n'importe quoi. Mais globalement, moi je pense que la peine de mort, ça s'adresse aux terroristes, parce qu'en plus eux ils nous provoquent, tu sais, ils sont dans les prisons. Salah Abdeslam il continue de dire je pisse sur la France et tout. Wow. Attends, parce que moi je vais te fournir une balle, ça va être vite réglé l'histoire. Donc les terroristes, les assassins d'enfants, les tueurs en série, les trucs comme ça. Les gens où il y a vraiment plus de doute. Et surtout que maintenant, l'argument qui vient contrebalancer cet argument qui est pour, c'est que la technique a énormément avancé. C'est-à-dire que maintenant, il y a la technique scientifique. Globalement, un mec qui se fait choper avec les empreintes, du sang sur son jean et une vidéo, le risque d'erreur judiciaire est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, à ce propos-là, vous voyez bien que là, toutes les grandes affaires judiciaires sont, celles où il y a encore débat,
globalement, c'est des histoires un peu à l'ancienne. Il n'y a pas des mecs qui viennent de sortir au bout de, 10 ans de tôle parce qu'on s'était trompé en 2010. C'est un peu rare, en vrai, c'est assez rare. Donc, honnêtement, cet argument-là me paraît pas très bien. Ensuite, il y a cet argument qui, pour moi, est absolument fondamental, mais qui est pas totalement établi, c'est est-ce qu'elle est dissuasive ? Est-ce que la peine de mort est dissuasive ? Parce que ça, c'est marrant, les pour et les contre utilisent le même argument. Ceux qui sont contre la peine de mort vous disent, regardez, les pays où il y a le plus de criminalité utilisent quand même la peine de mort. Ça veut bien dire que les criminels s'en foutent qu'il y ait la peine de mort ou pas, ils continuent de tuer et de violer et de je sais pas quoi. Moi qui suis pour la peine de mort, je suis assez d'accord avec les gens qui pensent qu'elle n'est pas forcément dissuasive. Je pense que peine de mort ou pas peine de mort, Dabia aurait quand même tué Lola, par exemple. Ouais. Ceci étant, je trouve que c'est un symbole et je pense que tout pays normal, en fait, a la peine de mort. En fait, pour moi, c'est plus de la symbolique que de la dissuasion. Évidemment, quand des gens ont décidé de tuer, peine de mort ou pas peine de mort, je ne pense pas qu'ils se ravisent là-dessus. Donc sur ça, je peux être en accord avec les personnes qui disent qu'elle n'est pas dissuasive. Je le pense aussi. Toujours est-il que c'est la peine suprême, en fait. Et je pense que c'est symbolique et que c'est normal de l'avoir dans notre législation. Et surtout, tout simplement, et ça on va en parler après, ne serait-ce que pour ce que nous coûte un prisonnier, mais surtout pour le fait de venger une famille, je pense que c'est quelque chose de sain. En fait, il y a un argument évidemment des contres qui disent oui, mais alors eux c'est des barbares et nous on va se mettre à leur hauteur. Oui, c'est un argument classique ça. Ouais. Oui. En fait, oui, on va se mettre à leur hauteur et en fait, on va les tuer, tout simplement. Et pour moi, l'argument suprême, c'est que la peine de mort empêche la récidive. Ouais, alors, bon, t'as donné plusieurs arguments qui nécessitent discussion. Sur la dissuasion, je ne vous trancherai pas le débat puisque les chiffres, il y a des arguments pour, il y a des chiffres qui disent que oui, c'est dissuasif, des chiffres qui disent que non. J'ai juste un petit exemple à vous donner. Visiblement, par exemple, l'Oregon, qui est quand même un grand état aux États-Unis, et le Michigan ont aboli la peine de mort dans les années 50. La criminalité a augmenté, ils l'ont remise dans les années 70, et depuis, ils l'ont remise, et ça va un petit peu mieux. Bon, voilà. Il y a des pays où il y a la peine de mort, et ça reste extrêmement criminogène. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de conclusion sur cet argument-là. Ensuite, sur le truc de on va se mettre au même niveau, moi, le contre-argument là que je donnerais, c'est, et du coup, le truc classique, moi je les connais par cœur, les arguments contre, c'est ah mais alors, qu'est-ce qui nous différencie des barbares, de l'État islamique, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui nous différencie d'eux si on se met à faire les mêmes méthodes en fait ? Surtout que, on en avait parlé dans un des précédents podcasts, surtout que vous, Français qui nous écoutez, qui êtes peut-être contre la peine de mort, cette peine de mort-là, vous l'avez adorée quand, après le Bataclan, François Hollande a lancé 3 rafales sur la Syrie et a bombardé littéralement toutes les positions prétendument de Daesh, mais en fait, il a tué littéralement tout le monde. Ça, cette peine de mort-là, elle vous a pas dérangé bizarrement ? Oui, c'est vrai. Non, c'est assez intéressant. Oui, c'est vrai. Parce que François Hollande, ce jour-là, a rétabli la peine de mort. Ouais. Non, mais c'est intéressant. De même que Mohamed Merah. Tu vois, Mohamed Merah, il y a un vrai sujet. Moi, j'ai beaucoup étudié cette affaire-là à l'époque, où en fait, le mec est tout seul dans son appart, et à 140, le mec est tout seul, ça dure 8 heures, et en fait, on se retrouve à le buter. Et à pas à le choper, ça paraît bizarre, alors que lui, il avait pas de ceinture d'explosifs. Bon, bref. Il y a des fois, là, tout le monde se sent bien soulagé quand Mohamed Merah, finalement, se prend une balle, plutôt que est dans une prison de Toulouse. Bref. Donc voilà, il y a cet argument-là. Ensuite, sur le truc de, oui, c'est un symbole et tout, ça, moi, je peux comprendre. Ça veut dire, d'accord, si vous assassinez, etc., bon bah, nous, la vie vaut cher dans notre pays, vous avez attenté à la vie d'un de nos concitoyens, eh bien, en contrepartie, nous allons vous ôter la vôtre. Mais ça peut faire un peu œil pour œil, dent pour dent, et ça a des limites, parce que si quelqu'un... en fait, comment on départage, par exemple, quelqu'un qui a violé, c'est quoi ? On va le violer lui ? Tu vois ce que je veux dire ? Un assassin, on le tue, mais quelqu'un qui a violé, qu'est-ce qui se passe ? On fait sortir Guy Georges et on le viole lui ? Non, mais ces gens-là, après, encore une fois, à nous de voir quelle est la limite, mais un violeur qui a violé 15 fois, par exemple, 15 personnes différentes, je ne serais pas choqué de le voir se faire exécuter, tu vois ce que je veux dire ? Il y a, en fait, il y a le meurtre qui est vraiment peut-être le crime suprême, mais il y a des crimes qui sont un peu en dessous du meurtre, mais qu'on peut mettre à la même hauteur et qui sont tout aussi traumatisants pour les victimes. Et je trouve que dans cette affaire et dans cette histoire de peine de mort, quand on a des arguments contre, on se place toujours pour, en fait, l'assassin. Ça, c'est vrai. Mais on ne pense jamais aux victimes, tu vois. Ça, et je pense que les victimes voudraient peut-être un châtiment, le châtiment suprême pour passer à autre chose, pour recommencer une autre vie et surtout pour savoir que leur agresseur ne recommencera
jamais. Ouais, c'est vrai que t'as une pression quand tu sais que le mec potentiellement peut sortir. Étant donné qu'en fait, si on va dans ce détail-là, en fait, en France, il y a un problème, c'est que on nous a promis, vous inquiétez pas, on enlève la peine de mort. Par contre, on met la prison à vie incompressible, on peut pas sortir et tout. Et ça, en France, on en parlait juste avant le podcast hors antenne, ça n'est jamais appliqué en fait. Ça n'est jamais appliqué. Donc, les mecs finissent tous toujours par sortir tout le temps. C'est ça. Et le problème, c'est que ces récidives-là existent évidemment et nous mettent tous en danger. Je sais pas si vous avez vu cet article du JDD qui est sorti il y a quelques jours, qui nous apprend que au total, plus de 350 individus condamnés pour terrorisme islamiste ont déjà été libérés et 351 autres sont encore détenus, certains bientôt libres. À cela s'ajoutent les détenus de droit commun radicalisés en prison et déjà relâchés. Ces gens-là sont des bombes à retardement qui risquent de récidiver. Ouais, mais c'est vrai que là, bon, j'imagine que s'ils ont été libérés et tout, ils avaient été condamnés à des courtes peines, parce que bon, le djihadisme, globalement, ça fait pas 40 ans. Bon, c'est qu'ils ont eu des courtes peines, c'est que peut-être ils avaient pas, eux, c'était peut-être pas des gens qui étaient éligibles à la peine de mort quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui là sont éligibles à la peine de mort, c'est ceux qui sont en train de purger des immenses 30 ans et tout. En vrai. Oui, mais après ça dépend en fait la sévérité de ta justice aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand tu vois que Jubilard, tu vois, il prend 30 ans, je me dis que le djihadiste... Mais des mecs que tu rapatries de Syrie et à qui tu mets 10 ans et Jubilard 30 ans, moi je dis qu'il y a un problème quand même. Oui, et alors à ce sujet-là, des problèmes, c'est vrai que par exemple, c'est la même sanction, c'est juste une durée différente entre un mec qui a, on va dire, volé... dans une grande entreprise, des produits sans violence et tout, un braqueur de banque, un trafiquant de coke qui même n'aurait tiré sur personne et tout, qui aurait passé de la drogue entre deux pays, et un violeur, un multirécidiviste d'enfants. Les 3 ou 4 personnes de ce type-là vont se retrouver en prison la même durée. C'est vrai que peut-être que ça pose question de se dire on peut faire des amendes, on peut faire de la prison, mais c'est tout, il n'y a pas autre chose. Alors on différencie pas le narcotrafiquant du violeur multirécidiviste. Ça, c'est vrai que c'est un argument qui peut être pris en compte, que je peux comprendre sur l'aspect. Attends, il va pas prendre la même sanction qu'un mec où ça n'a rien à voir. Ça, je peux comprendre. Surtout que là, c'est quand même l'argument massu qui va pour la peine de mort. C'est que là, les prisons, c'est pas le Club Med, mais c'est pas loin. Enfin, il y a plein de vidéos qui circulent sur Internet. Tu sais où ils sont. On a parlé du mec qui s'est fait casser sa manette de PlayStation qu'on a remboursé en fait, tout simplement. Et en fait, ce mec-là, ça veut dire déjà qu'il a une manette de PlayStation. Enfin bref, qu'on le rembourse. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, vous voyez bien qu'il y a un petit souci. Et moi, je voulais revenir sur un argument. Ouais, on se place toujours du côté de l'assassin. Enfin, en tout cas, du côté de l'accusé, quoi, sur la peine de mort. Il y a juste un argument qui est sorti vis-à-vis de la famille, c'est quand on dit la justice ne doit pas être de la vengeance, d'accord? Parce qu'en fait, la famille. Oui, ce sera, on l'aura tué, mais alors ça va pas ressusciter. Ça va pas ressusciter leur petite fille. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça va pas ressusciter le père de Lola si on tue Dabiabé. Et alors En fait, le truc c'est qu'il y a des arguments. En fait, on se prend beaucoup trop la tête, je trouve. Par exemple, j'ai entendu, j'ai regardé un fait entrer l'accusé là il y a pas longtemps sur un meurtre à Toulouse, Breaking Bad à Toulouse. Ah oui. Deux maghrébins marocains qui ont dissous une jeune française dans de l'acide. C'était en 2015. Et un de leurs avocats a dit oui, ils ont pris 25 et 30 ans. Et moi, je me suis battu pour qu'il n'ait pas la perpétuité incompressible. Donc perpétuité incompressible, ça veut dire qu'ils ne sortiront jamais. Hein. C'est le cas de Salah Abdeslam par exemple, parce que ça serait une justice sans espoir et ça c'est horrible. Et on me place souvent cet argument de l'espoir pour les prisonniers. Mais en fait, attendez, qu'est-ce qu'on en a à branler que les prisonniers aient de l'espoir en fait? Parce qu'on me dit souvent oui, s'ils n'ont pas d'espoir de sortie, ils sont intenables en prison. Mais enfin, attendez, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que des meurtriers aient de l'espoir en fait? Je ne comprends pas cette réflexion gauchisante venant évidemment de l'idéologie Badinter et 68arde. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez donner de l'espoir à des meurtriers comme ça. Parce que en fait, t'as donné la réponse dans ta question. C'est, on dit que sinon, ils vont, en gros, en prison. Qu'est-ce que j'en ai à foutre quand il arrive? Je sortirai pas d'agresser le surveillant, de violer mon condétenu. J'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis condamné, à vie. Et je sortirai jamais. S'il y a pas d'espoir, en fait, du coup, autant faire encore plus de dingueries. C'est dans ce sens-là. C'est si on retire tout espoir à quelqu'un, autant faire le plus de dingueries possible, tu vois. Et c'est la différence entre l'être pacifique et le pacifisme. Si vous voulez, les amis, nous sommes aujourd'hui dans une société pacifiste. C'est-à-dire qu'on vous a appris depuis petit à sucer pour espérer être tranquille. Et donc, dans les prisons, c'est un peu ça. On dit aux surveillants de prison, donnez aux prisonniers ce qu'ils veulent,
pour ne pas être emmerdé par ces mêmes prisonniers. Alors qu'un pacifique, c'est pas forcément quelqu'un qui cherche l'embrouille, mais c'est quelqu'un qui montre qu'il a du répondant. C'est quelqu'un qui, quand on lui donne une baffe, il ne va pas argumenter 30 000 ans pour essayer d'arrêter l'altercation. Non, il va rendre la baffe, voire plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, si nous avions tout simplement en France la même mentalité que dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire mater ces putains de criminels sans concession, en fait, nous n'aurions pas à gérer les manques d'espoir chez certains prisonniers et les dingueries qu'ils font en prison. Oui, c'est vrai que dans la prison actuelle française, cette question se pose. Je pense que au Salvador, cette question se pose beaucoup moins. Voilà ce que j'allais dire. Pourquoi le Salvador, un putain de pays qui a le PIB de mon livret A, a réussi en 1 an à mater l'entièreté de sa criminalité et avoir des prisons, mais regardez des reportages, d'un calme les amis, on se croirait dans une maison de retraite. Les plus gros narcotrafiquants de l'histoire, les bandidos, qui en fait ferment leur gueule et se font pipi dessus, parce que sinon en fait ils se font mater la gueule par n'importe quel surveillant pénitentiaire. Donc, vous voyez, ça peut marcher, en fait. Il suffit juste d'arrêter de prendre des femmes comme surveillants pénitentiaires, comme flics et comme magistrats, et d'un peu, se torcher le cul avec la Convention des droits de l'homme, et de frapper certaines personnes. Voilà. Et vous allez voir que la tranquillité va vite revenir dans le pays. C'est bon, écoute, à tester. Alors, moi, là, j'aimerais partir sur un argument très, très usité chez les contre la peine de mort, qui disent la plupart des gens pour la peine de mort sont un peu droite radicale, catho et tout. Pourtant, votre Dieu vous a dit « tu ne tueras point ». Tu vois, ça c'est un des arguments phares. Tu vois, dans les tables de la loi transmises à Moïse, il y a marqué « tu ne tueras point ». Et là, vous allez tuer, alors que, je sais pas, il y a un verset ou je sais pas quoi qui dit que c'est pas aux hommes de retirer la vie, c'est Dieu qui donne et qui enlève la vie. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'arguments, le pour, le contre. Je sais pas si on arrivera vraiment à se mettre d'accord avec les contre, et je sais pas si les contre arriveront à se mettre d'accord avec les pour. Enfin bon, bref. Toujours est-il que ce débat, en tout cas, mérite d'être posé et reposé sur la table aujourd'hui, à l'heure où on est, c'est-à-dire dans une société qui n'est plus pacifique, qui n'est plus tranquille, où il se passe des histoires toujours plus sordides. Donc évidemment, ça mériterait, dans une démocratie normale, un référendum. Oui, toujours est-il que faudrait-il qu'on ait la encore être en discussion. démocratie. Il faut qu'on ait la discussion, en fait, c'est juste ça. Moi, j'aimerais que ce soit pas immédiatement refusé. Mais attends, c'est barbare, c'est terrible, tu te rends compte, l'erreur judiciaire, et hop, plus personne n'a le droit d'en parler. Moi, j'aimerais juste qu'on puisse en discuter tranquillement et qu'on voit... on voit ce que ça fait. C'est tout un logiciel idéologique à remettre en cause. C'est ce que la gauche a réussi à faire depuis des années, c'est-à-dire à gagner la bataille culturelle et que la droite n'a jamais voulu faire. Elle est en train de s'y mettre, mais évidemment, le temps est long pour récupérer tout le gauchisme mental qu'ils ont infusé dans la société française, les amis, que ça soit sur l'économie, que ça soit sur le régalien, que ça soit sur tout. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que ce podcast existe. Un parmi tant d'autres, évidemment, mais en tout cas, on vous remercie d'être fidèles et de nous écouter aussi longuement. N'hésitez pas, si vous avez des arguments pour ou contre, à les mettre dans les commentaires, tout simplement. Oui, on là, les j'ai pas lira tout fait bien encore. volontiers la semaine prochaine. C'est clair, là, j'ai été encore soft. Il y avait plein d'autres trucs. Le droit à la vie, voilà ce que je veux dire. C'est trop barbare. Enfin bref, c'est souvent politique. Tu sais, c'est en Iran et en Chine les premiers trucs. Au final, on décape que les opposants. Bon, j'ai pas fait tous les arguments, donc n'hésitez pas à poursuivre le débat dans les commentaires. Et si vraiment ça passionne les foules, pourquoi pas en faire un épisode spécial avec carrément les arguments, les historiques, etc., les chiffres précis, y a pas de souci. Là, je voulais juste qu'on ouvre la discussion, mais vous pouvez la continuer dans les commentaires, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire, et comme ça, voilà, on peut vous lire à l'antenne la semaine pro. En tout cas, Trotsky président, lui, rétablira ce référendum sur la peine de mort. À vous de vous exprimer, mes chers Français. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast aux gens d'ailleurs qui sont dans une léthargie totale et qui ne s'abreuvent que d'informations de TF1 ou de France 2. Il est important qu'ils connaissent la vérité sur l'affaire Lola. Il est important que vous, de votre côté, en parliez au maximum. C'est très important de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe dans ce pays, que des petites filles de 12 ans meurent en martyrs à cause d'une idéologie gauchiste qui se veut bienveillante et humaniste. Donc il est important de partager ces idées, de les faire infuser dans la société française. C'est comme ça qu'après on peut mener des politiques un peu plus, maintenant en tout cas, un peu plus coercitives. Surtout qu'à l'époque, tu sais, il y a 10 ans, c'était difficile de tenir ces discours-là en société, mais là, où on a tellement de faits dans notre camp, je veux dire, n'importe quelle ville, vous avez un quartier horrible, rempli justement de tout ce qu'on dénonce.
que en fait, rien que le réel vous donnera raison. Donc, si vous voulez, c'est le moment pour prendre ce combat-là et d'accélérer le changement des mentalités. Le vent est en train de tourner, mais il faut qu'on l'accélère tous ensemble. Et pour ça, ça passe par des trucs gratuits. Discutez avec vos amis, partagez le podcast. Et vous-même, vous questionnez sur tout ce qu'on vous a mis dans le crâne à l'époque. Nous, les premiers. Hein. Exactement. Passez en tout cas une belle semaine, partagez ce podcast et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. À lundi.